On connaît tous des artistes qui dessinent des bâtiments. Mais là, on parle de quelqu'un qui construisait des mondes entiers sur le papier, des mondes complètement fous, gigantesques, impossibles, et pourtant, il y a quelque chose d'étrangement familier là-dedans. Cet artiste, c'est Piranèse. Et ses visions, faites de pierre et d'ombre, eh bien, elles continuent de nous hanter, même près de 3 siècles plus tard. C'est la grande écrivaine Marguerite Yourcenar qui a trouvé les mots parfaits pour décrire son œuvre la plus connue, ses fameuses prisons imaginaires. Elle dit « un monde factice et pourtant sinistrement réel, claustrophobique et pourtant mégalomane. Tout est dit non, factice et réel, enfermé et immense. C'est exactement dans ce paradoxe, dans cet univers un peu fou, qu'on va plonger ensemble. » Alors on commence par le plat de résistance, ces prisons impossibles. Et la question qui nous brûle les lèvres, c'est « mais quel genre d'esprit peut bien avoir imaginé des labyrinthes pareils ?» Les Carceri d'Invenzione, donc en français, les prisons imaginaires. C'est une série de gravures. Il faut savoir qu'il y a eu 2 temps. D'abord, en 1750, il publie une première version avec 14 planches, mais ça ne lui suffit pas. En 1761, il y revient. Il les retravaille, les rend encore plus sombres, plus angoissantes, et il en ajoute 2. C'est cette version finale, avec ces 16 gravures, qu'on connaît aujourd'hui. Et quand on regarde à l'intérieur, waouh, c'est un cauchemar architectural, mais un cauchemar absolument fascinant. Imaginez, des voûtes gigantesques, des escaliers en colimaçon qui montent pour s'arrêter dans le vide, des passerelles suspendues à des hauteurs vertigineuses. Et puis, partout, ces petites silhouettes humaines minuscules, complètement paumées. C'est Yourcenar qui disait qu'on dirait des fourmis humaines, chacune seule de son côté, littéralement écrasée par la masse de pierre. Alors, forcément, on se pose la question. Mais qui est le personnage derrière ces visions ? C'était qui, Piranèse ? Un architecte super rigoureux ? Un archéologue obsédé par le passé ? Ou juste un visionnaire un peu tourmenté ? Eh bien la réponse, on va le voir, c'est sans doute un peu des 3 à la fois. Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. On part de ses racines, à Venise, pour arriver à son obsession, Rome. C'est vraiment là que tout s'est joué. Son parcours, il est super important pour comprendre la suite. Piranèse naît en 1720, près de Venise. Son père est tailleur de pierre, donc il a ça dans le sang. Il étudie l'architecture, l'ingénierie, il a de solides bases techniques. Mais le tournant, le vrai déclic, c'est en 1740, quand il part pour Rome. Là, il tombe littéralement amoureux des ruines antiques. C'est une fascination totale. Il fait un petit aller-retour à Venise, où il commence d'ailleurs à travailler sur ses prisons, et puis en 1747, c'est décidé, il s'installe à Rome pour de bon. Il a un but, conquérir la ville, mais à sa manière. On connaît surtout Piranèse pour ses prisons, qui sont assez déroutantes, c'est vrai. Mais en réalité, le cœur de son travail, son gagne-pain et sa passion, c'était sa documentation quasi obsessionnelle de Rome. Et c'est là qu'on rencontre une autre facette du personnage, Piranèse, l'architecte archéologue. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à comprendre. Piranèse, ce n'est pas juste un védutiste, ce n'est pas le genre d'artiste qui dessine des petites vues de la ville pour les touristes de l'époque. Non, non. Sa mission, à lui, elle est beaucoup plus grande. Il ne veut pas juste montrer ce qu'il reste de Rome. Il veut nous faire ressentir la splendeur, la puissance, le génie de ce que l'Empire avait été. Et pour y arriver, il a sa propre méthode, une vraie signature. D'abord, il joue avec l'échelle. C'est simple, il la fait exploser. Les humains deviennent des pygmées au milieu d'une cité bâtie pour des géants. Ensuite, la mise en scène est hyper théâtrale. Il utilise des ombres très noires, une lumière crue, presque violente. Il adore aussi montrer la nature qui reprend ses droits, les racines qui craquellent la pierre, c'est la beauté de la décadence. Et surtout, il ne se contente jamais de montrer l'extérieur. Il est fasciné par la technique, par le génie des ingénieurs romains, et ça, il veut nous le montrer. Pour se donner une idée de l'ampleur du travail, son chef-d'œuvre, Les Antiquités romaines, qui date de 1756, ce n'est pas un petit livre. C'est une encyclopédie monstrueuse en 4 volumes. On parle de centaines et de centaines de gravures détaillant les aqueducs, les tombeaux, les temples, tout. C'est un boulot de titan. Ça montre bien à quel point il était obsédé par la grandeur de cette civilisation. Et c'est là qu'on commence vraiment à saisir la complexité du personnage, cette dualité fascinante. Parce qu'en fait, il y a 2 Piranèses qui cohabitent dans le même homme. D'un côté, le chercheur super méticuleux, et de l'autre, le visionnaire complètement débridé.
On a donc ces deux facettes. D'un côté, l'archéologue, presque un polémiste qui défend bec et ongle la supériorité de l'ingénierie romaine sur la grecque. Et de l'autre côté, on a le visionnaire, celui des prisons, qui plonge dans des mondes impossibles, presque subconscients. Mais, et c'est ça le point crucial, l'un ne va pas sans l'autre. C'est parce qu'il connaît la réalité sur le bout des doigts, parce qu'il sait comment un arc est construit, que ces fantasmes nous paraissent si réels. Et cette façon de travailler, cette philosophie, Piranèse l'a très bien résumée lui-même. Il explique que pour lui, la gravure, ce n'est pas juste de la reproduction. Il ne s'amuse pas à copier un dessin. Non, l'acte de création, il se passe directement sur la plaque de cuivre. C'est là qu'il invente, qu'il expérimente. C'est comme ça qu'il fait de chaque gravure une œuvre originale et pas juste une copie. Forcément, une vision aussi unique, ça a eu un impact énorme. On va voir maintenant comment l'écho de Piranèse continue de résonner, encore aujourd'hui, et parfois là où on s'y attend le moins. Son héritage, en fait, il est partout, une fois qu'on a l'œil. Pensez à la bibliothèque infernale dans Le nom de la rose d'Umberto Eco, c'est du Piranèse tout craché, ou bien l'architecture folle dans la BD La Tour. Et même au cinéma, la forteresse de Dol Guldur dans les films Le Hobbit, c'est complètement piranésien. Et puis bien sûr, il y a le roman de Susanna Clarke qui s'appelle carrément Piranèse, un hommage magnifique. Il a même influencé le style architectural de l'époque de Napoléon, le néoclassique. Il y a une dernière citation de lui qui, je trouve, résume tout le personnage. Il a dit « J'ai besoin de produire de grandes idées et je crois que si l'on m'ordonnait les plans d'un nouvel univers, j'aurais la folie d'entreprendre. » La folie d'entreprendre. C'est incroyable, non ? Cette ambition démesurée, cette imagination si puissante qu'il se sentait capable de redessiner l'univers. C'est ça, cette folie créatrice qui rend son travail absolument intemporel. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Quand on regarde ces architectures écrasantes, ces espaces infinis, on peut se dire qu'il ne faisait que dessiner le passé. Mais et si c'était plus que ça ? Si, avec une sorte de prescience un peu folle, il n'était pas aussi en train de nous montrer une image de notre propre monde, de nos jungles de béton, de nos systèmes complexes, de nos propres prisons modernes, en quelque sorte ? C'est une question qui, je crois, reste totalement ouverte.